À tous, bonsoir à toutes. On a accueilli Yves Alphon à la REPTA, j'y étais, c'était vraiment très intéressant, la pratique qu'il a de l'hypnose euh, dans l'utilisation pour l'entreprise, qu'on appelle l'hypnose rapide. Et il a un certain nombre d'inductions qui sont tout à fait efficaces, très rapides et pertinente. Voilà, il est vraiment, il a plein d'histoires à raconter. Il est vraiment très agréable en formation. C'est vraiment très intéressant. Bien, ben, on va démarrer cette visio du jeudi de la REPTA. Euh, voilà, ce que j'ai proposé, c'est de travailler sur un temps de supervision à partir de situations cliniques que vous allez présenter concernant l'accompagnement des enfants et des adolescents. Donc le mieux, c'est qu'effectivement, vous puissiez proposer des situations. Je pense que ça ne manque pas. Si vous êtes venu, c'est que ça fait partie de votre clinique et ça ne manque pas dans l'activité que nous avons, puisqu'il y a des nombreux enfants. Il y a une souffrance importante du côté des enfants et des adolescents suite au Covid. Et il y a des statistiques qui montrent la souffrance des enfants et des adolescents depuis cette période-là. Et donc, je ne doute pas que vous avez des situations à présenter qui pourraient nous, voilà, permettre de réfléchir sur ces situations et comment mieux les accompagner. Donc, n'hésitez pas à tout de suite présenter, proposer quelque chose qui pourrait nourrir cet échange de ce soir, parce que moi, je n'ai rien prévu d'autre que de travailler, qu'on puisse travailler ensemble. Le problème, c'est que moi, les ados, des fois, il y en a qui viennent pas, hein. Enfin, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai 2. J'en ai un, mais aujourd'hui, il est pas venu. C'est un problème relationnel avec, ses parents, avec son père, parents divorcés. La mère qui habite un peu loin de chez lui, il vit chez le père et tous les 2 vivent en même temps, chez les grands-parents paternels. Et après au niveau c'est une problématique relationnelle, mais j'ai pas beaucoup d'éléments. Je l'ai vu que 2 fois ce jeune. La deuxième fois, c'était avec son père et la première fois, bah, en fait, dans ce qu'il me relatait comme, événement, j'avais l'impression qu'il y avait un trouble de la communication, enfin, une difficulté de la communication entre, le père avec la mère aussi, avec les grands-parents parce que le grand-père était alité, la grand-mère avait tendance à boire aussi. Il m'a décrit le père comme étant alcoolique, mais quand je l'ai vu, ça pouvait aller. Voilà, problématique de séparation, de solitude, problème de aussi difficulté, parce qu'en fait solitude, difficulté à communiquer, à avoir des copains, des compagnons. Enfin voilà ce que je peux vous en dire, mais j'ai pas beaucoup d'éléments moi. Je sais pas si quelqu'un a plus d'éléments ou un cas clinique plus important? Et tu vois qui alors en fait dans cette situation? Ben là, en fait, j'ai vu, le gamin, c'était la demande du gamin, et du père aussi. Enfin, ouais, ouais, les 2 avaient demandé à consulter. J'ai vu le fils qui avait insisté à venir tout seul la première fois. Donc là, il m'a exposé un petit peu tout son vécu, le fait que, il ait personne pour parler, personne ressource, et donc solitude. Et après, la deuxième fois, comme il me fallait l'accord parental, et des documents, le père est venu avec lui et du coup, là, j'ai vu les 2. En fait, j'ai fait l'intermédiaire pour essayer que l'un arrive à discuter avec l'autre et qu'ils s'entendent tous les 2. Enfin, voilà, qu'il y ait un terrain d'entente, de compréhension entre les 2 aussi. Puisque j'avais l'impression que, les 2 ne se comprenaient pas et chacun était avec son point de vue et c'était un petit peu blocage puisque ça pouvait partir en dispute. Et le père qui disait que c'était le gamin qui voulait pas entendre, enfin voilà, c'était assez il y avait un petit peu d'un conflit, on va dire, hein, un conflit entre les 2. Alors, pour que je repère bien, le fils, là, il a quel âge? Il a 17 ans, il doit passer le bac de français et lui, il se décrit comme étant un gamin, à haut potentiel, HPI.
D'accord. Et tu dis, c'est lui qui a demandé de venir pour faire un travail. Oui, avec le père, en fait, bah, il devait à la maison, ça devait être un Il, petit peu compliqué et il est venu, visiblement, il ils est ont venu fait avec, il est venu avec le père ou c'est le père qui l'a accompagné? la première fois, il a insisté pour venir tout seul. Enfin, la toute première fois, en fait, j'ai pas pu les recevoir et il y avait le père qui était présent. La deuxième fois, en fait, le jour où je pouvais le recevoir, il a insisté auprès de son père pour venir tout seul. D'accord. Donc, il voulait venir faire un travail seul en thérapie. Oui, 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 bah, alors, ouais, c'est là le problème du CMP. C'est-à-dire que, oui, ça doit être il voulait, avancer, ouais, thérapie sans vraiment, une grande prise en charge, j'ai l'impression. Aujourd'hui, il m'a loupé le rendez-vous. Donc, c'est un peu pauvre quand même parce que ça fait que, je le vois depuis très peu, hein, Tu l'as vu combien de fois? je l'ai vu que 2 fois. La deuxième fois, c'était avec son père, hein. Et alors, lui, tu dis difficulté de communication, c'est dit par qui ça? C'est par toi, c'est par le père ou la mère? Ou le fils? Par les 2, par le fils et le père, hein. Donc, Ils ils disent n'arrivent pas à tous deux. communiquer, à s'entendre, hein. D'accord. Ils disent tous deux qu'ils ont une difficulté de communication. Oui, Et ils sont d'accord sur cette difficulté. Ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il y a une difficulté de communication entre deux. oui, ils sont d'accord pour le dire parce que ça part en dispute, hein, à chaque fois. Ils n'arrivent pas à se comprendre, en fait. D'accord. Ok. Et quand tu veux travailler ça, parfois le fils, il veut venir sans son papa. C'est ça que je comprends. Alors la première fois, c'est lui qui avait insisté pour venir sans le père, hein. D'accord. Et la 2e fois, je m'attendais à voir que le fils et les documents papier, mais il est venu avec le père, hein. Et là, aujourd'hui, il devait venir, mais il n'est pas venu. Et tu leur as demandé pourquoi il voulait, le fils, travailler sur ses difficultés de communication avec son père sans son père? Et ça aurait dû être fait aujourd'hui, D'accord. mais il est pas venu. Donc du coup, est-ce qu'il accroche au suivi ou pas? Je ne sais pas. Pour ça, j'en parle parce qu'il y a enfin, personne n'a d'éléments. Alors peut-être que ça peut, aider quelqu'un qui vit quelque chose de similaire, je sais pas. C'est le problème du CMP où en fait, c'est gratuit, alors ils viennent ou ils viennent pas, ils s'en fichent, c'est ça en fait, Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ben, ils s'en fichent pas, ils viennent. Lui, il est venu 2 fois. Aujourd'hui, j'étais persuadée qu'il allait Ah. venir, mais c'est Voilà, pas donc comme ils viennent, là, ils sont venus deux fois, il a raté le rendez-vous d'aujourd'hui. La question qu'on peut ouais. se poser, c'est comment on peut travailler. Alors, dans ce contexte-là, d'accord, il y a une demande, il vient avec son père, il vient seul. Et comment on peut travailler dans ce contexte-là? La question vraiment qu'on peut se poser, c'est ça. C'est avec Mmh. ce qui se passe, comment on peut travailler. Parce que on ne peut pas faire en sorte qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils font. Enfin, c'est une tautologie. Oui, OK. À partir de là, ils sont présents. oui. Euh, ils disent avoir tous deux des difficultés de communication l'un avec l'autre. Mmh. D'accord? Comment on peut faire pour travailler sur cette difficulté de communication, que ce soit avec les deux ou que ce soit avec l'un des membres de la famille? Ça peut être la question qu'on peut se poser. Oui. D'accord. Donc, bah, simplement, moi, je peux te dire comment je procéderais, mais toi, comment tu as procédé? Parce que tu avais évoqué que tu avais commencé à faire des choses. Oui, oui, voilà, parce que le père est venu et donc du coup, en fait, j'ai essayé de faire comprendre que chacun avait son état d'esprit, ses connaissances et que les attentes des uns ne pouvaient pas forcément être les mêmes que celles des autres et que en fait, il y avait besoin d'écoute et de respect, en fait, un petit peu et que, en fait, il fallait pouvoir laisser le temps à l'autre de s'exprimer, de reposer la question, de reformuler, en fait. J'ai utilisé, la reformulation, que l'un reformule à l'autre ce qu'il a compris pour être sûr d'avoir été bien compris et de faire en sorte que, il puisse y avoir un échange. Donc j'ai insisté sur le fait de l'échange et j'ai insisté enfin je leur ai parlé aussi du fait que le fait de se mettre en colère, ça faisait un blocage et que s'il y avait blocage, il y avait plus de communication et plus de possibilité de se comprendre et que en fait, la relation, l'échange, c'était une relation, un échange à 2, un dialogue et que, voilà, c'était important que l'un puisse comprendre l'autre, les difficultés des uns et des autres et j'ai demandé au fils d'essayer de comprendre, le fait que le père soit, aussi, strict en fait, enfin des fois, visiblement il y avait des côtés un peu stricts donc
d'essayer de comprendre le point de vue. J'ai invité le père à exprimer les choses, à comprendre aussi le fils parce que peut-être qu'il y avait des choses que le fils n'avait pas envie de parler et qu'il fallait respecter le silence et que peut-être que s'il se sentait en mesure, il pourrait peut-être exprimer certaines choses si le fils pourrait exprimer des choses s'il sentait que le père est à l'écoute et est en mesure d'entendre ce qu'il a à dire. Donc voilà, j'ai essayé d'encourager un petit peu le dialogue entre eux, quoi, en fait. D'accord. Et comment ils se sont saisis de ce que tu as proposé? Alors donc du coup, le père est resté silencieux, il a entendu, il validait. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont entendu aussi autant le fils que le père parce que le fils, lui, bon, à un moment donné, il y a eu, je crois que le fils a parlé, enfin, ou le père a dit un truc et le fils a dit: «Ah mais non, c'est pas possible» et donc du coup, le père a repris: «Vous voyez, c'est comme ça à la maison, j'essaye de dire un truc et le fils, il s'emporte». Donc il a tendance à être un petit peu sur le qui-vive parce qu'il doit stresser entre le bac, bon, il a sa copine qui vient de le laisser cet été, elle l'a laissé. Voilà, donc du coup, en fait, il se retrouve un petit peu seul dans une famille où le grand-père est alité, la grand-mère, il peut pas trop en parler et en fait, il est un petit peu seul, un petit peu, voilà, il se présente seul quand même. Donc du coup, oui, j'ai eu l'impression qu'il a eu entendu que, il fallait qu'il fasse un effort aussi. Bon après, entre ceux qui présentent parce qu'il était à l'écoute dans l'échange, à un moment donné, il a pris quand même la parole, il s'est investi quand même dans l'échange, que nous avions à tous les 3. Qui? Le fils ou père? Le fils et le père aussi quand même s'est investi aussi, hein. D'accord. Donc, t'es d'accord que je te fasse mon retour? Oui, bien sûr. Ok. Donc, ce que tu dis sur ta proposition, c'est chacun a son état d'esprit, un besoin d'écoute et ils ont besoin dans la communication d'écoute et de respect. Laisser le temps de s'exprimer, être sûr d'être bien compris. Parce que la colère, enfin, quand il y a la colère, c'est un blocage et ils ne parviennent pas à se comprendre. C'est bien ce que tu évoquais Mmh. sur la manière de travailler. Alors, ça, si tu veux, pour moi, ce que tu fais, c'est intéressant, surtout s'ils prennent cette proposition, mais disons, tu analyses auprès d'eux la forme que prend leurs échanges et les impasses dans lesquelles ils peuvent se trouver à partir des échanges qu'ils constituent. C'est-à-dire, euh, euh, ne pas, enfin, chacun a son état d'esprit. Le sous-entendu de ce que tu leur dis, c'est, eh bien, on ne peut pas toujours être d'accord parce que chacun a son point de vue, chacun a son état d'esprit. Donc, l'enjeu, c'est de comprendre ce que veut dire l'autre, comment il perçoit les choses. De la même manière, effectivement, l'analyse que tu fais de la situation, c'est qu'on a besoin d'écoute et de respect. Alors, Mmh. je suis d'accord, c'est intéressant, c'est une analyse sur la manière qu'ils ont de communiquer. On pourrait dire c'est une position méta sur leur communication, hein, si on commence à penser en termes un peu systémiques, avec des positions méta qui permettent de comprendre le contexte et de ce dans quoi ils sont pris. La question, c'est est-ce que cette position méta et cette compréhension sur ce dans quoi ils sont pris va permettre de produire un changement qui va dans le sens d'une amélioration des échanges et de la relation entre le père et le fils. C'est OK? Ça te va, ça? Mmh. OK. Oui, oui. Alors, pour moi, bon, donc les choses sont pas encore très très loin dans la conflictualité, hein. Ils se comprennent pas, ils ont du mal l'un avec l'autre. Voilà, ils sont dans des difficultés de communication, comme tu dis. Pour les questions Mmh. de difficultés de communication, si ça relève de ça, quand ça relève de ça. Pour moi, ce qu'il est important de faire, c'est ce qu'on appelle le questionnement croisé. D'accord, Alors, oui, je vais expliquer ce que c'est que le questionnement croisé, mais ouais, l'idée dans le questionnement croisé, c'est que chacun des protagonistes de la famille, chacun des membres de la famille, puisse rentrer dans le monde des autres membres de la famille. C'est-à-dire de ne pas défendre un point de vue propre et individuel, chacun des membres parlant pour lui-même, ayant ses propres raisons et sa propre logique, mais de faire un dialogue qui permette de comprendre, de saisir, de rentrer dans le monde d'un autre membre de la famille. Donc je t'explique comment le questionnement croisé se fait. Donc par exemple, là, je prends l'exemple du père et du fils. Donc ouais, on va demander par exemple au fils de dire comment le père, pour le fils, hein, pour le fils, selon ouais. lui, selon le fils, comment le père perçoit la situation conflictuelle dans la communication.
Alors, D'accord. c'est pas forcément facile. Dans un premier temps, il va un petit peu patiner parce que, évidemment, se mettre à la place du père pour dire comment il voit la situation, c'est pas facile. Donc, il faut soutenir le fils dans cette capacité à pouvoir exprimer les choses très simplement. À ton avis, donc, il faut vraiment l'accompagner parce que tout de suite, il va dire, je sais pas, évidemment. Parce que c'est pas une question habituelle de dire comment ton père perçoit la situation. D'habitude, on voit comment toi, tu perçois la situation. Donc, on va commencer à interroger en croisant. Donc, ça donne comment ton père, à ton avis, le connaissant bien, vivant avec lui, comment ton père vit cette situation, les échanges. Donc, pour que ce soit concret, d'abord, il faut prendre le temps et comprendre que ça ne va pas fonctionner du premier coup à la première question. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que le mieux, c'est d'avoir un exemple de conflit, un exemple de situation conflictuelle, un échange où ça s'est mal mis. Par exemple, le garçon voulait sortir et le papa voulait pas, par exemple. Un exemple très, très simple. Et donc, ils se sont mis en désaccord et il y a conflit. Et là, à ce moment-là, la question qu'on pose au fils, comment tu comprends la position qu'occupe papa dans cette situation-là? Voilà. Et une fois que le fils a commencé à s'exprimer, à dire comment le papa perçoit cette situation et pourquoi il s'est, euh, il s'est positionné de cette manière-là, selon lui, plutôt que de demander au papa si c'est bien ça sa version, parce qu'on pourrait être tenté de faire ça. Comment ton papa perçoit la Ouais. situation? Quelles sont les bonnes raisons qu'il a de faire ça? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que tu comprends quand il fait ça? Et il peut dire, c'est pour me casser les pieds, il m'empêche de vivre, il m'empêche de respirer. C'est pas ça la question. C'est très bien, moi ça me va. Il peut dire ce qu'il veut sur ce qu'il croit de son papa. Et au lieu de demander au papa si c'est vrai ou faux, on va faire la même chose en retour. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand votre fils dit que c'est pour vous casser les pieds, qu'est-ce que vous comprenez de ce que votre fils dit quand il dit ça? Et le papa peut dire, par exemple, bah, je comprends qu'il pense que je lui casse les pieds parce que je l'empêche de sortir. Donc en fait, à chaque fois dans l'échange, on ne pose pas la question sur le membre de la famille, hein, sur le membre, mais sur l'autre membre de la famille avec lequel on est en conflit et essayer de comprendre quelle est la position qu'il occupe. Donc on rentre dans son monde pour percevoir en fait les intentions du membre de la famille avec lequel on est en conflit. Et une fois, voilà, dans un premier temps, on peut comprendre des intentions comme étant des intentions négatives, hein, D'accord, ouais. c'est spontané. Et puis, au fur et à mesure de l'échange, le champ intentionnel, qui est un peu étroit sur il a des intentions négatives, s'ouvre sur d'autres options. Voilà. Et on continue le questionnement croisé. Ce qui permet de sortir D'accord. d'une position justement conflictuelle, puisqu'en fait, on défend pas ses arguments, on essaye de comprendre l'autre. Et on comprend l'autre parce qu'il comprend de nous-mêmes. Donc par l'intermédiaire C'est ça le questionnement croisé. Donc dans les situations de conflit dans les familles, ça marche très très bien. Et j'ai pu même faire du questionnement croisé. Alors c'est un peu lent, mais ça marche avec des enfants de 10 ans, hein, ça marche également. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant parce que ce qui se passe, c'est que tout ce que tu as dit en termes d'analyse va se produire dans le questionnement croisé, à savoir, euh, tu vas découvrir que chacun a son état d'esprit, à chacun a ses propres positions, que chacun a besoin d'écoute et de respect, qu'il faut laisser le temps de s'exprimer, etc., etc. Tout ce que tu as dit, en fait, dans le questionnement écrasé, va se réaliser. C'est plus simplement ce qu'il faudrait faire, mais on le fait directement. D'accord. Ça te parle ce que je dis? Oui, 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 je prendrai la place l'un de l'autre, oui, oui. Voilà, à force de poser le questionnement, non pas sur le membre, mais sur comment l'autre membre de Comment la l'autre famille perçoit. me perçoit, à ce moment-là, j'arrive à entrer dans le monde de l'autre, et à ce moment-là, de percevoir par moi-même les ajustements nécessaires pour que les échanges se fassent de façon plus construite, plus intéressante. Mais pas selon des critères extérieurs, selon les critères de la famille, de la relation entre les membres de la famille. Ouais, ouais. Alors ça, pour D'accord. moi, c'est vraiment une approche, c'est une approche des thérapies familiales, hein, c'est une approche classique des thérapies familiales qui est très aidante dans les situations d'accompagnement de situations de ce type-là, de conflits hein, entre les membres, hein. C'est vraiment un très bon outil, quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Euh, Alors, il y a un deuxième aspect que tu as évoqué, parce que tu as parlé de
la colère constitue un blocage. Ouais. Alors, pour moi, la colère est un outil particulièrement intéressant dans les familles parce que ce qu'il faut comprendre, ce qui est vraiment important, c'est que toute émotion et la traduction en actes et en attitudes et dans la relation, c'est une expression d'une valeur blessée pour le sujet. Le sujet est en colère, par exemple, ça peut être une autre émotion, ça marche également, parce qu'une des valeurs qu'il porte a été atteinte, a été abîmée, a été attaquée. Et donc, vu que cette valeur a été attaquée, il cherche à défendre cette valeur et le manifeste par la colère. Alors d'ailleurs, la colère monte à mesure que la personne a le sentiment que sa valeur, elle est de plus en plus attaquée. Alors, je donne un exemple, hein. Par exemple, quelqu'un défend la justice, il assiste à une situation injuste entre, par exemple, dans le travail, entre, je sais pas moi, un chef et un employé, il trouve que c'est injuste, ça le met en colère. Bon, Mhm. si quelqu'un lui dit tu exagères, on voit bien que la personne qui dit que j'exagère, si elle dit que j'exagère, alors à ce moment-là, c'est qu'il ne comprend pas que je suis en train de défendre la valeur de justice, qu'il ne voit pas la légitimité et mon intention profonde, qui est de faire advenir de la justice dans ce monde. Et donc à ce moment-là, comment dirais-je, le sujet, moi, je vais augmenter, je vais crier davantage pour défendre davantage la valeur qui a été blessée, puisque justement, personne ne comprend. En fait, la colère ou n'importe quelle émotion permet de vraiment rentrer dans le monde du patient et de comprendre, de découvrir quelles sont les valeurs qu'il porte en lui. Et donc, ça permet d'aller explorer du côté des valeurs du sujet. Et ça, je pense que on a tendance à voir les émotions comme un obstacle aux relations, alors que, Mhm. alors que dans le travail avec les familles, l'émotion est une information très importante de ce que défend chacun des membres dans les relations. Donc pour moi, c'est D'accord. vraiment intéressant. C'est au lieu de vouloir faire en sorte que les manifestations d'émotion ne soient pas là, c'est que chacun des membres puisse identifier quelles sont les valeurs défendues par les personnes qui sont dans les émotions. Donc Définir c'est la valeur. pareil, on peut le faire dans un questionnement croisé de la même manière. Ok. Voilà ce que je dirais de cette situation qui me semble, ouais, bon, tu sembles dire que ça relève surtout de la difficulté de communication et tu n'évoques pas d'autres difficultés majeures dans cette famille-là, apparemment. Ben, là, c'est ce que lui m'en a dit, hein, surtout Oui, la communication, difficulté d'être oui, compris et oui, c'est puis, ça. voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que, ben, en fait, il y a eu séparation du couple, hein. La mère est loin, donc du coup, il voit plus la mère. Bon, j'ai pas trop exploré au niveau de la mère de ce qui se passait parce que pour moi, là, j'avais l'impression que c'était le plus important pour eux, c'était cette relation entre le père et le fils puisqu'il habite chez le fils, enfin chez le père. Sauf que le père, en fait, a dû retourner chez ses parents à lui, donc du coup, le père se retrouve un petit peu dévalorisé parce qu'au retour chez papa-maman, il est en train de construire une maison, donc ils doivent, il va reprendre un petit peu le dessus, je pense, parce que, il va quitter donc le domicile des parents. Mais bon, voilà, le père est un petit peu en difficulté, je pense, par rapport à ça. Parce qu'en plus, le père, enfin, dans ce que j'ai compris, le père, il a une vision que le fils a besoin d'avoir une maison rien que pour eux, tout ça. Sauf que le fils, en fait, il s'accommode d'être chez les grands-parents, même si c'est un peu compliqué parce que dans ce qu'il m'en a dit, la grand-mère aurait tendance à boire. Hein, et donc, il peut pas se confier à la grand-mère parce que quand il lui dit des choses, elle retranscrit tout, elle dit tout. Et du coup, il y a pas de secret, il y a pas de confidence, donc il n'a pas de confidente, voilà ça. Et le grand-père, lui, est alité et visiblement, il n'est pas accessible non plus. Donc il se retrouve assez isolé quand même, il y a ce côté isolé même avec les copains où, il y a pas trop de relations, possibles avec, le amicales quoi. Enfin il a des copains mais, pas forcément des copains de ressources. D'accord. Oui, alors oui, effectivement, si tu le vois davantage, ce sera quelque chose à explorer hein, Mmh. pour voir effectivement sur quelle relation il s'appuie pour pouvoir trouver de l'autonomie dans la vie et développer voilà, développer ce qui lui semble important dans la vie.
Donc, oui, mais là, effectivement, c'est trop tôt pour en dire plus, puisque tu les as peu vus Ouais, pour le moment. ouais, j'ai peu d'éléments, ouais. Tu as peu J'ai d'éléments. peu d'éléments. Ouais, D'accord. voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voyais sur cette situation? Non, parce que j'ai pas pu explorer beaucoup. Je l'ai vu que 2 fois. La première fois où il était dans la plaine par rapport à cette relation-là avec le père, avec la famille, donc voilà. Personne à qui se confier. Heu, Jeune assez solitaire visiblement, enfin ce qui me donnait comme impression, même si alors il se retranchait derrière son haut potentiel intellectuel, qui pouvait peut-être lui poser souci, mais dont il m'a donné l'impression de s'en accommoder, dernièrement avec son père, puisque du coup, ben, il ne va pas dans tous les cours, mais il arrive quand même à avoir de bonnes notes et il est persuadé, qu'il sera en mesure d'avoir son bac parce que, il a les capacités de retenir rapidement et donc de s'en sortir, intellectuellement et pour après, après je sais plus ce qu'il veut faire comme, comme étude après le bac, mais enfin en tout cas, il sait qu'il arrivera à pouvoir aller, là où il a envie d'aller quoi, en fait. Il est pas, hem, il demandait lui, il était en demande médicamenteuse, hein, pour, justement, l'aider à se canaliser, enfin canaliser, parce que là, dernièrement, en fait, voilà, ce qu'il m'a dit au premier entretien, c'est qu'il n'arrivait pas à trop mémoriser les choses, hein. Hem Qu'il était très dévalorisé par le père, c'était ça ses plaintes, la dévalorisation, de son entourage et le fait que voilà, il n'arrivait pas à trop, à retenir certaines choses et du coup, il voulait le médicament miracle pour pouvoir retenir facilement les choses. Moi, ce que je lui ai retourné, c'est que, un peu à la méthode de Don Erickson, c'est que le gamin, il apprend parce que le parent est là pour valider, valoriser ce qu'il fait et que du coup, lui étant dévalorisé par son père dans ce qu'il me disait, je comprenais que la difficulté, elle était là et que si, le père, dans ce que j'ai un peu demandé au père, comment il agissait avec son fils par rapport à ça, s'il avait eu de la valorisation de la part de son père, bah, forcément, il enregistrerait plus facilement les choses parce qu'il y aurait du soutien, il y aurait de la présence et du coup, bah, en fait, ça irait beaucoup mieux. Donc le médicament miracle, il n'existe pas pour la mémoire. Donc du coup, voilà, je l'ai vendu un petit peu comme ça et le père, en fait, lui, ben, il m'a pas vraiment dit qu'il le dévalorisait, il a dit qu'il essayait de le booster justement, quoi. Donc bon, peut-être que alors là, du coup, j'ai relevé le fait que peut-être il y avait un peu de maladresse, hein, et que du coup, ben, voilà, peut-être qu'il fallait reprendre certaines choses, voilà, qu'il y ait un peu plus d'échanges là-dessus, quoi. D'accord. Tu exerces en tant que quoi, là, au CMP? Infirmière, hein. D'accord. OK. Euh, OK. Sur la... Ouais. OK, ouais, bon. Et ils ont été preneurs de ça? Bah, le fils était OK en disant parce que du coup, j'ai donné un exemple, hein, en disant que, quelqu'un qui est, enfin, un gamin qui fait du sport, par exemple, quand le père est derrière pour le soutenir, bah, il va courir plus vite que si, les parents ne sont pas là pour être derrière lui, quoi. Ouais, alors là, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la situation là de ce que tu apportes, c'est encore une fois une analyse de la situation. Mmh. La Ouais, question, ouais. alors, tu vois, tu analyses, tu dis, comme le dirait Erickson, ce qui permet aux enfants de pouvoir être à l'aise dans les apprentissages, c'est de se sentir validés dans leurs apprentissages, d'avoir un tiers validant, un tiers qui valide les Mmh. compétences qu'ils ont dans les apprentissages. D'ailleurs, je pourrais rentrer dans les détails parce qu'il y a des subtilités sur ces questions de validation dans les apprentissages, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. La question, c'est, OK, on peut dire, euh, quand ton papa par exemple, quand ton papa ou quand un tiers validant, le grand-père ou autre, te valide dans tes compétences, dans tes capacités d'apprentissage, eh ben, tu apprends plus facilement. S'il te Mmh. valide dans tes capacités à mémoriser, tu mémorises plus facilement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la théorie, c'est une description de ce qui se passe dans les mécanismes. Pour moi, Mmh. ce qui serait aidant pour ce garçon, ça n'est pas tant de le dire comme ça en termes d'analyse, mais de le faire expérimenter, c'est-à-dire lui poser d'avoir un questionnement où on va chercher les situations dans les apprentissages où il s'est senti validé par un tiers autorisant, comme par exemple son père, qui, s'il le reconnaît comme tel, un tiers validant, qui le valide dans ses capacités à apprendre. Tu vois? Mmh. C'est à lui de venir d'alimenter et d'apporter
des histoires qui viennent dans le sens de la validation. D'accord, ouais, c'est vrai. OK. Donc, la question, elle est toute simple, hein, c'est est-ce que tu aurais des petits exemples et des petites situations où un tiers validant, donc par exemple, si pour lui c'est son papa, ben, où ton papa a reconnu et trouvé très bien le travail que tu as fourni scolairement. Voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes ou des petites situations dans lesquelles... Et puis, à partir de là, il va trouver peut-être une petite chose. Voilà, j'avais fait un exercice de mathématiques, j'avais tout bon du premier coup, il en était très content, il a dit c'est très très bien. OK? Et après, on développe. On va se poser des questions sur euh, comment ça a réagi en toi lorsque ton papa a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire de la manière dont il perçoit le travail que tu accomplis? Euh, Quel espoir il nourrit en te voyant réaliser les exercices de mathématiques? Donc, on va pouvoir poser des questions sur le papa, comment il voit le travail qu'il fait et comment ça réagit pour l'enfant de voir que son papa est capable de pouvoir voir un travail bien réalisé en mathématiques. Et en retour, ben, on peut se poser des questions. Quand tu vois ton papa être capable de pouvoir repérer tes compétences, qu'est-ce que ça te donne envie de faire en mathématiques? Donc, du coup, ben, d'autres exercices de mathématiques, on peut supposer de continuer en mathématiques. Et ça, quand tu te vois être plus capable en mathématiques et d'avancer en mathématiques, est-ce que est-ce que ça a des effets sur d'autres domaines que les mathématiques? Ça n'a pas forcément que sur les mathématiques. Et donc, on va poser des questions, c'est ce qu'on appelle épaissir une compétence à partir de l'expérience que l'enfant a fait d'une validation par un tiers. Mhm, d'accord. Tu vois mon idée? Ouais, 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 ouais. C'est vrai que je suis un peu Alors, trop directive, hein. J'ai du mal un peu. Je sors d'un service où, fermé où en fait on était obligé de enfin, diriger les patients et du coup là c'est un petit peu le jour et la nuit quoi en fait. Donc c'est un peu, je me réadapte en quelque sorte et du coup c'est vrai que j'ai tendance à être très très directive quoi en fait. j'entends bien. Mais non, mais c'est intéressant, hein. Moi, je trouve que justement, c'est intéressant. Ce que tu apportes, c'est, disons, ton analyse peut apparaître comme étant pertinente, mais je pense que l'analyse, elle peut être à l'intérieur du thérapeute, et en fait, pour faire travailler le patient. C'est-à-dire, à partir des hypothèses que tu fais, tu vas poser des questions pour qu'il amène du matériel et qu'il commence à voir dans sa vie les choses changer. Je dirais ça comme ça. Mhm. Le point de départ, il est bon. La question, c'est à partir de là, c'est de mettre les différents membres de la famille au travail plutôt que de faire le travail à leur place. Tu vois, c'est ça le. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Oui, les faire s'interroger, en fait, hein. C'est les questions qui permettent de faire réfléchir, quoi, de les faire réfléchir pour qu'ils Alors, trouvent leur propre alors, solution, si quoi. tu veux, c'est pas tant réfléchir que de percevoir les détails de l'expérience qu'ils font. Oui, mais enfin, De ça les vivre. renvoie à C'est où? pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps, parce qu'en fait, quand il fait les Ah oui, mathématiques, ouais, c'est et qu'il vrai. voit, on lui demande comment ça réagit dans ton corps quand tu te fais valider par ton papa. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis trop dans la tête, moi, en fait. C'est pas D'accord. trop ou pas assez. C'est un registre à un autre. Ouais, ouais, ouais. La tête est dans le corps. Ouais, ouais, ouais. Alors, je reviens parce qu'il y a mon fils qui fait de l'accordéon et ça me perturbe un peu. Je reviens. D'accord, OK. Dans le corps, dans la tête, pour voir ce qu'il ressent. Ouais, ouais. Faire travailler à partir. Bon, ben, il y a que moi qui a un autre truc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, là, ça, il réfléchit et puis après, ça. Si je peux juste prendre le relais sur le questionnement, alors je Je ne sais t'en pas prie. comment Arnaud l'a appelé le questionnement circulaire, ça nécessite de très bien accompagner son cadre parce que les tentatives des patients, quand on va leur demander de réfléchir à la place de l'autre, ça va être très vite de glisser sur leur propre ressenti ou sur leur propre analyse de la situation. Et donc ça nécessite, enfin, je pense vraiment c'est le terme de vraiment solliciter une réponse à la question qu'on a posée. Et si les personnes dévient de cette manière de vouloir répondre, de reposer la question et de leur dire, mais est-ce que vous avez bien compris? Voilà le type de question que j'entends, de réponse D'accord, que je peux attendre. Voilà. d'accord. Alors, Arnaud, je crois que Anne avait une situation pour la suite. ceci dit, Ouais. Julien, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. C'est vraiment un point pour moi essentiel.
c'est que dans un premier temps, c'est tellement décalé par rapport aux façons classiques de communiquer, c'est-à-dire on a tendance spontanément à défendre sa position et puis attendre que l'autre donne la sienne pour l'attaquer, en fait, hein, quand il y a des conflits. Donc là, c'est pas du tout spontané de commencer à changer de position par le questionnement. Et donc, il faut vraiment beaucoup accompagner ça. C'est tout à fait juste. D'accord. Et recadrer quand il y a tendance à sortir de cette proposition. Alors, je suis vraiment complètement d'accord avec toi, Julien. Et en fait, il faudrait même travailler parce que en théorie, j'ai envie de dire, on voit comment fonctionne le questionnement croisé parce que je l'appelle croisé pour qu'on comprenne bien que c'est en croix, Mhm. c'est pas sur le sujet. Mais il faudrait travailler sur comment soutenir le questionnement croisé, c'est-à-dire euh, comment reformuler, reposer la question jusqu'à ce que la personne rentre dans la question et puisse voir que la question n'est pas sur ce qu'il pense, mais sur ce que l'autre pense, ressent, vit, perçoit, comprend les choses. Et c'est à partir de... Il faut le soutenir à travers le questionnement dans ça pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Et ça, c'est parce que sinon, si la question elle est trop un peu complexe, trop haut ou trop vite, ça plante. Et après, la personne, elle répond à côté, elle répond sur elle, elle répond pas à partir de l'autre. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc, il faut prendre le temps et répéter, reformuler et recadrer. Vraiment. Julien a raison de le préciser. Merci, Julien. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, Anne, tu dis, c'est ça? C'est ça. Moi, c'est Anne, on t'écoute. Si tu Ah mets ton non, micro, on ah, t'entendra mieux. excuse-moi, c'est Aude. Ah, c'est Aude, d'accord. Oui, c'est moi, c'est bonsoir. Je suis désolée, je peux pas mettre ma caméra, ça ne Pas de marche pas, problème. ça ne reconnaît pas. Ouais, j'aime pas trop ça, mais bon. Oui, je veux bien vous présenter une petite fille que j'ai. En fait, moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire de l'hypnose avec les enfants. Euh, je fais le master là de mouvement oculaire alterné. On se voit la semaine prochaine. D'accord. Et je fais de l'hypnose avec les adultes, mais pas tout à fait. Et je suis aussi étudiante en troisième année à l'ACT en systémie, stratégie, euh, Et tu exerces comme? comme thérapeute psychocorporelle. Là, j'ai D'accord. reçu cette petite fille, Lise, avec sa maman, Aurélie, la semaine dernière. Et en fait, la maman vient me voir parce qu'elle s'inquiète. Parce que Lise, depuis la rentrée de CP, a des difficultés d'endormissement. Il y a une régression, elle a repris le pouce et puis elle a des réveils nocturnes et elle veut dormir avec son frère, son petit frère de 3 ans euh, ou avec sa grande sœur de 9 ans. Alors bon, elle prend rendez-vous. Et Lise à quel La âge? petite fille, comment? Lise à quel âge? Lise, elle a 6 ans. 6 ans, d'accord. Et elle a une grande sœur Euh, de 9 ans, d'accord. Ok. Ouais, elle a une grande sœur de 9 ans où donc la maman me dit oui, bah je connais un peu la systémie parce qu'on avait vu une thérapeute systémique pour des problématiques avec la plus grande qui étaient vraiment difficiles. Et Lise est venue après, elle m'a réconciliée avec la maternité. Donc bon, c'était un peu intriguant. Et en fait, la petite Lise, elle dit elle dit qu'elle se dispute beaucoup avec sa sœur et la maman aussi se plaint beaucoup de leurs disputes incessantes. Avec laquelle le sœur, la plus grande? Avec la grande, ouais. Le troisième, qui a 3 ans, c'est un petit garçon Timothée. Ah, d'accord. Mm. D'accord. Et donc là, la maman, voilà, elle s'inquiète parce que Lise a quand même changé son comportement depuis la rentrée de CP, qu'elle était très enjouée avant, très extravertie, très joyeuse, et que là, elle la trouve euh, un peu moins comme ça, quoi. Elle dit, elle manque de confiance en elle, qu'elle veut qu'on reste à côté d'elle pour s'endormir, qu'elle se réveille la nuit et elle la ramène dans sa chambre et qu'elle reste à côté. Au début, elle lui faisait juste un petit câlin, puis maintenant, elle reste jusqu'à ce qu'elle se rendorme.
Euh, voilà. En Ouais, fait, je l'ai vu qu'une seule fois. d'accord. Euh, la maman était à Fleurs. Euh, Elle me dit, bon, je viens vous voir pour elle, mais peut-être que je vais venir pour moi, en me racontant des difficultés du papa l'année dernière qui a fait un burn-out, qui a changé de travail. Et elle, la maman, elle est ingénieure, mais depuis 5 ans, elle exerçait en tant que réflexologue et elle va fermer son cabinet en janvier. Elle recherche un travail d'ingénieur à nouveau. Donc il y a pas mal de changements en fait dans cette famille, un peu déstabilisée. Et, euh, et voilà. Et pendant la séance, du coup, j'ai essayé de questionner un petit peu Lise, comment elle se sentait. Elle me dit, ah ben non, mais moi j'ai pas envie de dormir toute seule. Elle parle pas vraiment de cauchemar ou de peur. Mais elle dit non, mais moi je veux pas dormir toute seule. Je lui ai fait faire un petit jeu avec des figurines pour essayer de représenter un peu la famille. Euh, et donc elle représente la famille. C'est super papa, super maman, super Anne, super Lise, super Timothée. Et, euh, Tout le monde est super. et ouais, tout le monde est super. C'est tous des super héros. Et puis, dans ce jeu-là, alors je l'ai pas interprété. La maman a regardé attentivement. Alors, je sais pas enfin, je pense que ça l'a questionné sur sa position à elle parce que la Lise, elle dit ah bah super maman, elle s'en va pour s'occuper des autres et donc elle la cache sous une chaise. Et puis après, Super Anne et Super Lise lui courent après pour rester avec elle. Et puis Super Papa et Super Timothée, ils restent à la maison et ils font la bagarre ensemble, quoi. Ils jouent à faire la bagarre. D'accord, d'accord. Voilà. Et du coup, j'étais un peu. Alors, j'ai proposé pour la prochaine séance de voir que la maman, plutôt pour explorer plus les tentatives de solution euh, et là, à Lise, au final, euh, au final, je lui ai lu, j'ai un bouquin de, de lecture un peu hypnotique, quoi, un petit Ouais, rituel zen. Et ouais. donc, je lui ai fait une lecture je lui touchais dans le dos et en essayant de se projeter sur la nuit qui allait arriver, quoi. Et puis, j'ai donné ce contenu-là comme ressource à la maman et je lui ai donné aussi une autre histoire pour qu'elle passe un moment que toutes les deux. Très bien. Voilà. Ok. Et alors, tu les as vus alors combien de fois, tu dis? Mais je les ai vus qu'une seule fois, alors Ah oui, j'attends d'accord. avec impatience le retour de savoir si ça a été efficace, quoi. Alors, Euh, ouais, ok. Alors, pour moi, il y a différentes choses qu'il faut aborder dans ces situations. Des situations qu'on retrouve quand même assez régulièrement dans l'accompagnement des enfants en libéral, éventuellement peut-être aussi en CMP. J'en ai moins en ITEP parce qu'il n'y a pas de demande trop là-dessus. Mais voilà. Donc, la première chose, c'est que quand tu as accès à la dynamique de la famille par les différents membres, les enfants et éventuellement les parents, ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer un petit peu euh, tout ce qui se passe avant le coucher, pendant le coucher, pendant la nuit et après la nuit. Il fallait explorer un petit peu tout ça et voir un peu comment les nuits se passent, comment les nuits se déroulent. Tu vois ce que je Arnaud, En veux fait, dire? j'étais un peu je mal à l'aise. t'interromps. Est-ce Je que tu sais. pourrais couper le micro de Madame Bonaï, si c'est possible? Ah oui. Euh, oui, tout à fait, je peux. Je te remercie. C'est fait. Ouais, très bien. En fait, j'étais un peu mal à l'aise de questionner devant la petite fille. Oh, je suis pas très à Ah l'aise non, mais de. alors, bah alors là, je t'explique, parce que ça, c'est vraiment. Je demande à la petite fille, moi. Est-ce Ah, que tu ok. peux me raconter comment ça se passe, les couchers? Qu'est-ce que sont tes petites habitudes? Alors voilà, donc j'imagine la Ok. fin du repas du soir, tu vois, la fin du repas. À partir de Ouais. la fin du repas du soir, alors c'est quoi les petites étapes? Est-ce que tu peux me raconter? Est-ce qu'on peut chercher ensemble? Et peut-être maman pourra nous aider. Tu vois?
Ok, ok, Ok. ok. Et pour avoir une étape par étape pour elle, comment elle voit les choses. Mais la maman peut être présente, c'est pas un problème. Et donc elle peut aider à construire un peu c'est tous les étapes jusqu'au coucher. La nuit, comment elle se passe, et puis il peut y avoir des écarts de lecture entre la maman et la fille, c'est pas grave. L'essentiel, c'est Ouais, d'avoir l'information pour s'intéresser et rentrer dans le monde comme ça du coucher, ouais. parce que c'est le coucher l'enjeu, hein. Le monde du coucher, la nuit et le réveil. Alors, le réveil, généralement, la seule information qui m'intéresse personnellement beaucoup, c'est est-ce que les nuits ont été réparatrices? C'est-à-dire, tu te réveilles, comment t'es? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu as envie d'aller à l'école? Tu vois, des choses comme ça. Tu vois ce que je vais La dire? maman, ouais, elle m'a rien dit là-dessus. Après, je l'ai pas questionné, c'est vrai, plus que ça. La maman me dit, elle se réveille et je vois dans ses yeux la terreur, quoi. Qu'elle est effrayée, qu'elle fait pas du cinéma. Le matin? Non, la nuit, quand elle se réveille la nuit. Ah, d'accord. Ok. Donc, il y a des terreurs nocturnes, alors. C'est ça que la A maman dit. priori, elle se réveille la nuit, oui, en pleurant, parce qu'elle est toute seule. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben voilà. Donc, ça, alors, ça, c'est pour la nuit. Donc, il y a on identifie des réveils Mm, nocturnes, un peu très inquiétant, hein, qui fait penser à des terreurs nocturnes. mm. Est-ce que tu as demandé s'il y avait des rêves? J'ai demandé, mais elle m'a pas trop répondu. Elle était en train de jouer plutôt. D'accord. Et donc, tu n'as pas pu demander s'il y avait des Cauchemar, cauchemars. non, non. Mm, Bon, alors juste petit recadrage important, pour les thérapeutes comme pour les mamans, comme pour tout le monde, c'est qu'il y a des études qui montrent que quand on réveille, parce qu'il y a des études où on réveille les gens en plein milieu de leurs rêves, parce qu'on sait étudier, on sait identifier quand les gens rêvent, puisqu'il y a des ondes spéciales quand on rêve. Et il y a des personnes qui acceptent de se faire rêver pendant qu'ils sont en train de rêver. On les réveille et on leur demandait qu'est-ce que vous étiez en train de rêver. OK? Et les personnes, donc il y a des études nombreuses là-dessus, et elles racontent leurs rêves. Et on a identifié que 70% des rêveurs ont des rêves désagréables. ouais. Donc ce qui est très intéressant pour moi, c'est que on appelle cauchemar, mais je vois bien la différence avec un cauchemar, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de notre activité onirique, que ce soit les rêves ou les cauchemars, sont euh, grandement désagréables, vécus comme désagréables Mm, par les sujets. Donc de poursuites, de combats, enfin, des trucs désagréables, quoi, vraiment. Et il reste 30% de choses agréables, en fait, finalement, quand on confond tout. Et donc le rêve n'est jamais très loin du cauchemar. C'est vraiment un point important, parce que mm, comme ça, mm, ça permet aussi que le thérapeute soit dans une position plutôt détendue avec le fait que les contenus dans la nuit soient désagréables. Tu vois ce que je veux dire? ouais, 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 ouais. Ça, c'est la première chose. Après, sur les cauchemars, il y a des approches. Je te le dis vite parce que c'est pas sur le sujet qu'on aborde, mais c'est une information qui est intéressante. La problématique du cauchemar, c'est que le cauchemar est cauchemar parce que il y a eu une interruption du développement du récit. Et donc, il n'y a pas de suite à la situation qui fait peur. Et donc, comme on n'en sort pas, comme on ne sort pas de la Mm, situation mm, qui est une épreuve, comme on ne sort pas de l'épreuve, on ne peut pas en faire, au sens strict, l'expérience, expérer, sortir du péril, expérer, mm. sortir du péril. Comme on n'est pas sorti du péril, on reste dans le péril et le cauchemar est vécu comme un cauchemar. Et justement, comme on n'est pas sorti du péril, le péril revient et c'est la répétition du cauchemar. Donc ça, c'était pour la nuit. Et après, la question, c'est le coucher, et notamment les rituels de coucher. Donc, en fait, je l'ai Ouais. fait dans l'autre sens, hein, le réveil Mm, nocturne, les activités oniriques, puis je suis revenu en arrière, je suis arrivé sur les rituels de coucher, les moments où on se couche. Concernant les rituels de coucher, alors c'est vraiment un point important, parce que si l'enfant a beaucoup de mal à s'endormir, depuis tout petit, j'imagine, parce qu'en fait, ça aussi, on peut l'explorer avec l'enfant et son parent, c'est que ce passage-là de moment d'endormissement, ce moment du coucher, est anxiogène. Il n'est pas vécu comme rassurant. Tu comprends ce que j'évoque? ouais. A priori, vraiment, c'est un comportement qui a changé depuis la rentrée de CP, qu'elle dormait très bien toute seule dans sa chambre avant. Elle dormait très bien toute seule dans sa chambre. Alors, du Ouais. coup, la question, c'est
tu leur as posé la question, depuis le CEP, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui pourrait expliquer ça? Alors, tu poses la question à la fille. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle répond? Bah, là, elle m'a dit qu'elle avait changé de lit et qu'elle dormait dans une cabane, que c'était mieux. Avant? Et ben, Attends, le lit, c'est lequel qui est le mieux de lit? euh, attends, je suis en train de relire mes notes. Euh, En fait, je crois qu'ils ont toujours mis la lumière dans le couloir. Ils ont mis, en fait, ils ont toujours mis la lumière dans le couloir. Ouais, faut que je questionne plus. J'ai pas Ouais, questionné il faut vraiment suffisamment. questionner la fille Ouais, ouais, sur les difficultés d'endormissement et qu'est-ce qui s'est passé au CEP dans le changement de lit ou dans le changement de contexte qui aurait pu expliquer. là, c'est vraiment la rentrée à l'école, le CP, quoi. Oui, mais, oui, mais qu'est-ce qui, dans ce moment-là, a changé dans le contexte Ouais. qui fait que les endormissements et les nuits sont moins bonnes, si avant elle dormait bien. Peut-être qu'elle est plus fatiguée. Ouais, il faut que je Ah, questionne, quoi. ouais, parce que Ouais. là, l'explication, elle ne doit pas venir de toi, elle doit venir d'eux. Ouais, complètement, complètement. Oui, oui, pour oui. que tu puisses, euh, pour que tu puisses travailler là-dessus. Donc, alors, il y a un autre point qu'il faut que j'aborde, qui est encore plus important, me semble-t-il, mais la question du rituel du coucher, il faut toujours bien l'explorer, parce que euh, certains parents, je sais pas, là, il faut poser peut-être les questions aux parents sans les enfants. Il y a deux choses qui Ouais, peuvent se passer avec deux choses importantes hein, que je retrouve souvent dans la clinique. Le premier, c'est que le parent va aller vite sur le moment du couchage de l'enfant, le moment du bisou. Et donc, du coup, il veut aller ouais. vite parce qu'il veut aller faire d'autres choses. Il en a marre de sa journée, je sais pas, il veut se reposer. Et il passe vite sur ce truc-là. Et l'enfant n'est pas rassuré sur ce moment-là. Ou alors, il y a un désaccord sur la manière de procéder sur les moments du coucher entre les deux parents. Tu vois? Ouais, 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 carrément. Ça, c'est des trucs qui sont importants aussi de savoir. C'est comment c'est vécu aussi par les parents, comment ils le vivent, pour que on puisse après réajuster et faire de l'accord parental sur les moments du coucher. Non, mais ouais. La mère, vraiment, quand j'ai questionné, demandé un peu plus comment ça se passe, et je lui ai demandé aussi son mari, quelle place il avait là-dedans. Et en fait, elle dit, ah, mais de toute façon, c'est moi qui m'occupe des enfants. Là, j'ai eu 30 minutes la semaine dernière juste pour moi. Ça fait 9 ans que c'est pas arrivé. Enfin bon, bref, elle a l'air complètement épuisée, quoi. Tu vois, Et et pour moi, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que là, ouais. c'est peut-être un travail à faire sans l'enfant, pour pas qu'il entende les difficultés que rencontrent les parents dans l'éducation de leur enfant, tu vois. Mais C'est peut-être pour ça que je lui ai proposé de venir la semaine prochaine que elle, et sans lui. ton intuition est très bonne parce qu'il va falloir explorer sans l'enfant, parce que lui, sinon, il va être encore plus inquiet s'il apprend que C'est son ça. papa et sa Mm, maman sont débordés par l'éducation de leur enfant. Donc, il ne faut pas qu'il sache ça, évidemment. mm, Mais par contre, il mm, faut pouvoir donner la possibilité aux parents de déposer ça de manière à pouvoir le travailler et retrouver de mm, l'apaisement par rapport à cela. Donc, je te donne un exemple que j'ai eu en thérapie. C'est des parents qui ont un fils qui dort pas. Et le fils qui dort pas, donc ça touche beaucoup la maman qui dorme pas. Elle est très très inquiète. Et donc, elle a fini par convaincre le mari d'accepter que l'enfant en question qui dort pas vienne avec eux sur le canapé pour regarder la télé. mm. D'accord. Et la situation, donc jusqu'ici, j'ai envie de dire, bah, ok, bah, donc ça veut dire qu'il dort avec vous sur le canapé. Ah non, 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 il dort pas, il se couche à 23 heures, il est très fatigué. Ok. Je demande à la maman sans l'enfant, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, il puisse rester avec vous devant la télé? La maman est d'accord, même si elle ne le veut pas, elle préférait qu'il dorme dans son lit, mais c'est surtout que le papa n'est pas d'accord avec ça. Lui, il veut qu'il reste dans sa chambre. Donc en fait, il y a un désaccord parental sur le traitement de pas dormir et sortir de sa chambre. Donc ce Mm. désaccord parental, s'il est maintenu, l'enfant va tirer la couverture à lui et aller voir ses parents pour avoir la présence de ses parents auprès de lui dans la soirée, jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'il puisse plus tenir debout. Tu comprends mon truc? Donc Ouais, 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 ça, sur, carrément.
sur le moment du coucher, c'est explorer avec les parents sans l'enfant les habitudes qu'ils ont et la manière dont ils perçoivent ces situations-là. Parce que, en définitive, l'objectif, si tu veux, classique, c'est que les rituels se passent de manière à ce que l'enfant puisse euh, sentir, percevoir que son parent est disponible et qu'il peut donc du coup dormir serein puisqu'il peut compter sur la disponibilité de son parent pendant toute la nuit. Voilà, c'est ça l'idée générale du coucher. Et c'est pareil pour la nuit. Alors, justement, mon idée là-dessus, c'est que l'idéal du parent par rapport aux nuits, c'est d'être capable sincèrement de dire à son enfant un truc du genre, voilà, la nuit va bien se passer, et de toute manière, tu peux me solliciter à tout moment de la nuit, quelle que soit la raison, autant de fois que tu veux, et je serai toujours là Ouais, pour te répondre à tes requêtes. En fait, cette phrase que je viens de dire veut dire je suis toujours disponible, je suis toujours là, je suis toujours à côté. Et donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je serai disponible et je répondrai à ta demande. Je me réveillerai, je me répondrai à ta demande. Et en fait, l'effet de réassurance de ce type d'attitude, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe en réalité pour la majorité des parents qui sont présents dans la maison quand même. Donc, ouais, eh bien ça rassure l'enfant. Et le fait d'être rassuré sur la disponibilité du parent lui fait passer une bonne nuit. C'est tout simple en fait. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de parents sont inquiets de voir l'enfant le réveiller pendant la nuit et passer une mauvaise nuit. Et donc, du coup, il part au moment du coucher avec dans les affects, dans les ressentis, il part avec l'idée, surtout ne me réveille pas, fous-moi la paix toute la nuit. ouais, En fait, carrément. l'enfant sent cette inquiétude, sentant cette inquiétude, il perçoit du danger qui peut arriver pendant la nuit, il dort pas. Mm, 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 mm. Et c'est des processus, en fait, le parent veut être tranquille, mais il met en place involontairement, il renvoie quelque chose d'affectif, et il met en place une tentative de solution inefficace par rapport à l'endormissement de son enfant. Ouais, ouais. Tu vois Donc tous ces phénomènes, on a l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire le coucher, les rituels du coucher, le positionnement des parents et l'accord parental, et puis Mm, les nuits et la disponibilité parentale pendant la nuit. Bon, mm, ça c'est tout le mm, travail qu'il faut faire. Accueillir, donc c'est l'enjeu pour moi, c'est accueillir le parent dans sa difficulté à pouvoir accompagner son enfant pour mm, pouvoir retrouver de l'équilibre, de l'accord parental, de la mm. négociation, des échanges, euh, et travailler beaucoup sur le rituel du soir pour rassurer l'enfant. Alors, le message que je donnais tout à l'heure, c'est... C'est pour ça que j'ai proposé la lecture que je lui ai fait en séance, que la mère, elle le fasse en systématique, quoi. Parce que j'ai pas questionné le rituel, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Voilà. Et Et oui, ouais, parce que la maman, tu vois, c'est les tentatives de solution qui entretiennent le problème. La maman est épuisée, ouais, quelle que soit la raison. Du coup, elle veut gagner du temps sur le rituel du coucher. ouais, je En pense. essayant de gagner du temps sur le rituel du coucher, elle inquiète son enfant et du coup, son enfant, elle n'est pas suffisamment rassurée sur ce moment du coucher et interpelle la mère qui, en pleine nuit, est réveillée et encore plus fatiguée. Et ça tourne en Mm, boucle. c'est ça, Et plus je suis fatigué, moins j'ai envie de passer du temps le soir au coucher. c'est J'ai envie ça. d'aller me reposer, quoi. Voilà Carrément. comment on entretient les tentatives de solutions inefficaces. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, technique sur la nuit. Mais il y a la partie plus théorique qui me paraît importante sur la base de l'autonomie relationnelle quand même. Mm, Parce que, si tu veux, il faut bien percevoir, ça c'est l'enjeu pour l'enfant, parce qu'on n'a pas parlé suffisamment, à mon avis, de l'enfant là-dedans, c'est mhm, que le sentiment de sécurité, depuis nourrisson, le sentiment de sécurité, la sécurité, elle est relationnelle. C'est ouais, lorsque je suis en détresse en tant que nourrisson, un parent vient pour s'occuper de moi. C'est l'expérience que j'en fais quand je suis en détresse. Et tout indique, et les études indiquent, et notamment les études de Spitz, c'est si personne ne vient, j'arrête de m'alimenter. ouais, Donc les moments de détresse, la réassurance, ben ça c'est les études avec les Rhésus, hein, mais bon, peu importe. Les, pour pouvoir être rassuré, je n'ai pas besoin simplement de conditions matérielles
de confort, j'ai besoin d'un tiers, d'un parent, d'une figure d'attachement pour pouvoir obtenir la réassurance de ce Mm. parent qui m'accompagne dans un accordage affectif, c'est-à-dire le câlin, le bercement, etc. Voilà. Donc, c'est par la présence physique pour le nourrisson et pour le sujet humain, c'est par la présence physique et les soins apportés physiquement par un tiers de confiance, une figure d'attachement, que je trouve de la sécurité, que je retrouve de la sécurité. Donc, elle est sécurité, eh bien, relationnelle, puisqu'elle est en relation avec un parent. Ça te va, ça? Mm, mm. Ouais, Donc, ouais. la sécurité, dans un premier temps, hein, je retrouve ma sécurité, je m'apaise, je sors de la détresse euh, par la relation, par la présence Mm. physique du parent. Mais alors, la question, c'est comment l'enfant va pouvoir passer de la sécurité relationnelle en présence du parent, la présence physique et Mm, du parent, à la capacité à pouvoir sentir la sécurité relationnelle à l'intérieur de lui pour développer son autonomie relationnelle, c'est-à-dire mm. son autonomie, sa liberté, découvrir le monde. Ce processus qui fait passer de la sécurité relationnelle à l'autonomie relationnelle, c'est l'internalisation du lien sécure, c'est-à-dire l'internalisation des expériences de présence, de disponibilité et de réassurance du parent lorsque je suis en détresse. C'est lorsque j'internalise ces expériences de sécurité relationnelle avec le parent que s'installe la permanence du lien. Je suis toujours en contact, même quand mon parent est absent, avec la réassurance, avec la sécurité qu'il m'apporte, la sécurité relationnelle. Cette Ouais, sécurité relationnelle internalisée permet l'autonomie relationnelle. C'est OK? ouais, 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 c'est très clair. Donc généralement, les difficultés rencontre l'enfant, c'est que lorsqu'il vivent à nouveau des expériences de grande insécurité, par exemple un événement qui se produit ou des couchers qui se passent mal ou des événements dans la famille, enfin peu importe. Ce qui se passe, c'est que l'enfant n'arrive plus à rentrer en contact avec justement euh, les liens sécures, les Ouais, parties internalisées du lien sécure avec les expériences où la présence de parents était rassurante. Et donc, il redescend au niveau de j'ai besoin de la présence d'un tiers pour pouvoir être assuré. ouais, Je n'arrive plus à m'appuyer sur les expériences internalisées de sécurité relationnelle. Ça te va, ça? ouais, ouais. Raison pour laquelle il y a certainement quelque chose qui a perturbé, qui l'a perturbé. Et c'est la raison pour Ouais. laquelle elle Mm. va solliciter, elle peut dormir qu'avec soit son frère de 3 ans, soit sa sœur Ouais. soit son parent ou qui que ce soit. Elle a besoin d'une présence physique de quelqu'un pour pouvoir retrouver de la sécurité et retrouver de la Mm. tranquille. Donc elle n'arrive plus à... Parce qu'en fait, une bonne nuit, c'est l'autonomie relationnelle, c'est-à-dire c'est Ouais, la ouais. capacité à pouvoir être tellement rassuré par la disponibilité du parent et les expériences de lien sécure, que je peux dormir par moi-même. Pas seul, Ouais. par moi-même, c'est-à-dire en lien. C'est pas seul, c'est en lien. Mm. C'est par moi-même. Mm. OK. Et donc là, bah, elle redescend au niveau, elle, de la nécessité de la présence pour la réassurance, pour retrouver de la sécurité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 complètement. D'accord. Donc, du coup, dans ces cas-là, si on a travaillé sur tout le reste, parce que le contexte est très important, comme on l'a dit avant, Ouais. ce qui reste encore à travailler éventuellement, c'est sur l'internalisation du lien sécure. C'est-à-dire en Mm. hypnose, alors j'ai compris que tu n'avais pas de pratique de l'hypnose. Si j'ai une pratique de l'hypnose, mais pas chez les enfants. D'accord, pas chez les enfants. Ben, c'est la même chose avec les Non. enfants. Et Ok. l'idée, c'est qu'on travaille. Alors, on peut le faire en tapping, justement, avec les mouvements alternatifs, ou on peut le faire de différentes manières. Mais l'idée, c'est de travailler sur, on va dire, l'imaginarisation en hypnose de la présence de la figure d'attachement, du lien sécure, à l'intérieur du sujet. C'est-à-dire de faire Ok. venir que le parent soit là ou pas là, hein, mais on peut le faire aussi sans le parent présent, de faire venir quelqu'un qui le rassure, et donc de faire du tapping là-dessus. Je simplifie parce qu'il y a Ok, ok. il y a différentes approches qui peuvent être utilisées là-dedans.
Donc, c'est le travail sur les tiers sécures, en fait, hein. C'est ça le travail pour pouvoir l'aider à passer à la deuxième étape, c'est la permanence du lien. Ok. Et si quand l'enfant retrouve des expériences de sécurité relationnelle, il reconnecte avec ses compétences, il re-rentre dans l'autonomie relationnelle où il peut s'appuyer sur les liens sécures pour pouvoir développer son autonomie. C'est ça l'idée Ok. générale, hein. Ouais, Enfin, ouais, ouais. tu as compris. Après, il Ouais, faudrait ouais. développer sur le travail qu'on peut faire également avec les adultes, hein, de remettre en Ouais. place les ressources relationnelles, c'est-à-dire remettre en contact le sujet avec ses tiers sécures. Donc ça, c'est un travail qu'on Ouais. peut faire avec les enfants, qu'on peut faire avec les adultes, avec on va dire plus ou moins de profondeur, enfin, pour aller vite. Mm. Voilà Ouais, carrément. voilà ma proposition pour cette situation. Ah, super. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et je ne sais pas si ça te convient. Si, si, c'est parfait. Très bien. Julien, qu'en dis-tu, si tu es encore là? Voilà, Arnaud, je bois tes paroles. Non, mais non, un avis? Non? Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a effectivement sur, sur ce travail de remise en sécurité, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à ajouter, Arnaud. Bon, d'accord, ok, très bien. Et moi, j'aurais une question à poser par rapport aux liens sécures et au sentiment d'abandon. Oui, vas-y, pose ta Parce que, question. parce que par rapport au sentiment d'abandon, j'ai beaucoup de patients donc, qui sont adultes, moi par contre, et qui ressentent, là, dernièrement, aujourd'hui j'en avais une, ce sentiment d'abandon, d'avoir été abandonné quand par exemple la mère laisse l'enfant aux grands-parents, ben, en fait, il y a le sentiment d'abandon de la part de la mère. Donc, est-ce que quand il y a ces sentiments d'abandon, on peut travailler pareil avec le tiers sécure pour qu'il y ait, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un sentiment d'abandon, quoi, en fait? Alors, il faudrait que tu précises. La situation, c'est quoi? L'enfant manifeste quoi quand il y a quoi? Donc, précise un peu ta... L'enfant adulte aujourd'hui a été laissé chez les grands-parents quand elle était nourrisson, quand elle était petite. Ah oui, d'accord. Oui, mais et là, aujourd'hui, maintenant qu'il est adulte, qu'est-ce qui se manifeste? Elle a ce sentiment d'abandon qui est présent. Elle a Hmm. l'impression que sa mère, en fait, D'ac- elle a repris sa vie ailleurs et elle l'a laissée toute seule. hmm. Alors, n'allons pas trop vite avec l'utilisation du terme abandon, si je puis me permettre. D'accord. D'accord. En fait, il faudrait préciser un peu quelle est la difficulté de cette personne. Elle dit, j'ai un sentiment d'abandon quand ma mère, tu dis? Elle se plaint d'avoir été laissée chez ses grands-parents Oui, non, ça c'est dans le paternels. passé. Mais là, aujourd'hui, elle dit que elle a un sentiment d'abandon quand quoi? Ah, pour elle, c'est un traumatisme, en fait, de Et ça, pas. elle cherche la cause, j'ai bien compris. Ouais, Mais un ouais, ouais. sentiment. Le sentiment, il vient quand? Ben, dans le fait qu'elle constate que sa mère a refait sa vie sans elle, en fait, et que sa mère, Là elle n'a pas encore, de. ça c'est une explication psychologique, une interprétation de ce qu'elle vit. Mais moi, je ne sais pas ce qu'elle vit. Qu'est-ce qui se manifeste quand elle a un sentiment d'abandon? C'est à quel moment? Dans quelle situation de la vie? À l'occasion de quoi elle a ce sentiment-là? Bah, en fait, Parce que si tu veux, la personne, elle peut dire, je sais pas moi, elle peut dire, voilà, je vais pas bien, quel que soit mmh, le truc qui va pas. Par exemple, je suis anxieux, et l'explication de mon anxiété, c'est parce que j'ai le sentiment d'avoir été abandonné quand j'étais enfant, un peu ce que tu évoques. Et ça. ça, c'est une interprétation sur ce que je vis aujourd'hui. Mmh. Mais qu'est-ce que je vis aujourd'hui? C'est ça le plus important. Plutôt que l'interprétation ou l'hypothèse Ouais, ouais. sur qu'est-ce que je vis aujourd'hui, ce qui est important, c'est de repérer qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui. Alors, en thérapie Mmh. brève, on va pas chercher les choses de manière causaliste, puisqu'elles sont pas, c'est pas un simple lien de cause à effet avec une histoire dans le passé qui expliquerait mon vécu du présent. En fait, ce qui se D'accord. passe dans les hypothèses en thérapie brève, qui s'appuient sur Palo Alto, donc les approches systémiques, c'est que, en fait, on ne cesse de rentrer dans des boucles où on répète le même mécanisme qui produit l'anxiété. En fait, c'est des boucles au présent. C'est-à-dire qu'on refait tout le temps le même scénario et le scénario produit les mêmes effets d'anxiété. Donc en fait, Mmh. l'idée par rapport à ces boucles, puisque c'est circulaire, il n'y a pas de cause et il n'y a pas d'effet, il y a simplement un truc qui tourne en rond, en fait, on pourrait dire, Mmh.
Eh bien, Ouais. l'idée en thérapie brève et en systémie, c'est de sortir de ces boucles. Sortir de cette boucle pour passer d'une boucle à une autre. Donc, il y a différentes stratégies. En stratégie, d'ailleurs, c'est un 180 sur les tentatives de solutions inefficaces. Donc, mais peu importe la théorie, l'idée, c'est ça. Donc, du coup, on n'a pas besoin de Ouais. connaître les causes. Ce qui nous intéresse, c'est en thérapie brève, ce qui nous intéresse, c'est dans quelle situation, dans quel contexte de vie, il y a qui, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vivez, qui fait émerger le sentiment d'insécurité, d'anxiété. Donc la personne, elle va raconter ça. Alors après, il y aura, peut-être elle fera des liens après sur des expériences vécues qui correspondent à ça. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser surtout au contexte actuel d'émergence de situations d'insécurité et d'anxiété. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, ouais. C'est à partir de là qu'on travaillera. Les interprétations, elles sont très bien. On va dire oui, 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 je comprends tout à fait sur les interprétations que produit le patient. Mais le thérapeute, lui, il peut accepter n'importe quelle interprétation si tu veux. Mhm. La question n'est pas Ouais, la ouais. question, c'est dans le présent. Qu'est-ce que vous vivez concrètement dans votre contexte qui fait émerger ça? Tu le contrôles. D'accord. Donc là, D'accord. j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet en thérapie brève. Ok. Ok. C'est pour ça que je dis, faut être un petit peu prudent sur les questions de l'abandon, parce que Mhm. c'est quelque chose, c'est comme le complexe de castration ou le DIP chez Freud. Après, on a tendance à Mhm. vouloir l'utiliser à différentes occasions qui ne sont pas adaptées. Voilà. Mais D'accord. c'est pas grave. On est libre de porter les lectures qu'on veut. On peut interpréter, avoir des interprétations diverses et variées sur soi-même. Ça, c'est pas ça le problème. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille en thérapie brève. Simplement, on n'a pas besoin des interprétations en l'occurrence. On va s'intéresser au contexte de vie du patient. Tu comprends D'accord. Ouais, ouais, impeccable. Hein. un peu comme la situation de Lise. Si tu veux, on cherche pas dans l'histoire de Lise quelles sont les causes. Bien qu'on aimerait Ouais, ouais, ouais. savoir ce qui s'est passé au CEP, hein, parce que si les parents ont changé quelque chose ou, je sais pas, il y a peut-être des choses qui se passent réellement qui permettent des corrections qui améliorent tout de suite la situation sans faire grand-chose. Mais Mhm. sinon, on va pas chercher des causes dans l'enfance, d'abandon, de maltraitance ou je sais pas. On va chercher aujourd'hui ce qui se passe dans le contexte et ce qui peut être changé pour améliorer. Ouais, Mm. c'est le plus facile. Ah ben alors, surtout parce que ça, c'est De Chazer qui nous l'apprend. On ne répare pas une montre à mécanisme qui donne l'heure juste. Ouais, ouais, Donc, si ouais. on commence à aller fouiller des histoires du passé, alors même que personne ne nous l'a demandé et nous a invités à l'explorer, bah, autant rester sur la situation du présent qui fait problème. On verra bien après ce qui advient de ça. D'accord. Oui, Merci. c'est les bases de l'approche des approches orientées solutions. Ouais. Oui, j'ai pas tout fait. J'ai lu les livres, mais j'ai pas fini. Enfin, j'ai lu quelques livres. J'ai pas trop avancé suffisamment Ouais, là-dessus. ouais. J'appelle ça une approche pragmatique, c'est-à-dire de Mm. faire étape par étape pour passer. Alors, en TOS, c'est très simple, hein. Enfin très simple à décrire. L'enjeu, c'est qu'il y a deux espaces, l'espace problème et l'espace solution. Et ils sont séparés tous les deux. Pourquoi? Parce que dans les problèmes de la psychopathologie, on pourra aller vite, eh bien, les solutions, l'espace solution, les solutions ne se trouvent pas dans l'espace problème. Elles sont en dehors de l'espace problème. Et l'enjeu, c'est de passer de l'espace problème à l'espace solution. Et l'espace solution, c'est contenu, ce qui le caractérise, ce sont les exceptions au problème. Donc il y a deux choses, le problème et les exceptions au problème. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, en thérapie orientée solution, c'est les exceptions au problème. Pas le problème. Enfin, il nous intéresse pour écouter le patient et comprendre la raison pour laquelle il vient, etc. Et puis, se mettre en lien et prendre le temps avec lui. Mais on ne va pas travailler directement sur le problème, on va travailler surtout sur les exceptions au problème. Ça, D'accord. c'est l'idée générale, hein. En détail, c'est Oui, oui. Ouais. C'est des pistes. voilà, C'est à ce sont des, explorer. c'est des idées générales sur la thérapie orientée solution. Ok, ok. Ça Ben, merci suffit beaucoup. peut-être pas à faire l'approche solution, mais ça donne une idée. Ouais. Ok. Voilà, donc bah, c'est pas mal pour ce soir là.
Ben, merci beaucoup, hein. Je pensais juste écouter, mais bon, au final, Non, 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 l'idée, c'était supervision. Alors, je sais plus comment c'était appelé. Ça s'appelait travail avec les enfants et les adolescents. Mais je pense qu'il faudrait plutôt appeler ça supervision, c'est-à-dire de dire que c'est à partir des situations cliniques que vous ouais. apportez qu'on peut développer une réflexion commune. Hein, tout le monde peut Mm. apporter de l'eau au moulin de ce que je raconte. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Bon, ben, Merci merci. beaucoup, Arnaud. Ouais, Merci. merci. Est-ce que Julien veut ajouter quelque chose? Très bien, merci Arnaud. C'est très intéressant, très clair. Merci. Merci à vous. Bonne soirée, bonne nuit. Merci de même. À la Et à Merci, prochaine. bientôt. bonne soirée. Bonne Merci, au soirée. Au revoir. revoir. Au revoir.